Eh ben, bonjour. 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 Je suis ravie d'animer aujourd'hui ce temps d'échange, qu'on va évidemment commencer par une petite présentation, mais notamment dans la vidéo, on se rendra bien compte qu'on ne joue pas à domicile de nouveau. On a déjà entendu ça quelque part. Donc, je te laisse la parole à toi, notre hôtesse du jour, pour nous dire où c'est qu'on est et pourquoi on est là. Ouais, merci. Donc effectivement, aujourd'hui, on tourne dans les locaux de Choisir ma crèche. On est un réseau de crèches privées nationales avec des crèches partenaires qui sont partout en France et on a pour mission d'aider les parents à trouver des places en crèche avec le soutien de nos crèches partenaires et le soutien de leur employeur puisqu'on travaille sur le modèle interentreprise. Et ça nous tient très à cœur de venir offrir du contenu ou promouvoir à la fois les actions des crèches avec lesquelles on travaille et depuis longue date, et aussi d'aider les parents dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans ce que c'est que la vie d'un tout petit chez lui, mais aussi à la crèche. D'où la raison de cet enregistrement du jour pour pouvoir à la fois, on va dire, mettre en lumière et faire corroborer deux témoignages et deux angles d'approche sur un seul et même sujet qui est le sommeil d'un petit dans sa structure d'accueil, donc la crèche. Et oui, tout à fait. Et c'est dans ce contexte-là que du coup, on te reçoit, Christine. Est-ce que tu veux bien faire une petite présentation, dire qui tu es, ce que tu fais du coup dans la vie qui nous intéresse aujourd'hui, donc ton métier, et puis peut-être, voilà, comment est-ce que toi, personnellement, professionnellement, tu fais exister le sommeil de l'enfant dans ton quotidien? D'accord. Alors moi, je suis Christine, je suis référente d'un réseau de 3 micro-crèches privées. L'une qui a été créée en 2017, la deuxième qui a ouvert en septembre 2021 et l'autre en janvier 2022. Et depuis janvier 2022, il me semble, on travaille en partenariat avec Choisir ma crèche pour des réservations de berceaux d'entreprise via les entreprises ou directement via Choisir Oui. ma crèche. Voilà, je suis depuis plus de 30 ans, 35 ans. Ah ouais, Le vieux loup de mer des crèches. c'est ton surnom officiel, c'est comme ça qu'on te connaît. Le sommeil en crèche, j'ai envie de dire, on ne met pas de grandes choses en place parce qu'on est complètement dans le respect du rythme de l'enfant. Le sommeil n'est pas le même que ce soit un tout bébé, l'accueil d'un tout bébé ou d'un enfant moyen ou grand. Nos crèches travaillent dans l'itinérance ludique, donc on a le dortoir des plus grands qui est tout le temps ouvert ou entrouvert. Et les enfants, d'eux-mêmes, vont de temps en temps dans la journée se reposer, dormir ou pas, dans leur lit. Mais en tout cas, s'ils ont besoin de se poser, peuvent aller librement, ont librement accès à leur petit lit. Ils ont chacun un lit individuel, toujours à la même place. Voilà. Donc, Et pour les bébés, alors là, les bébés, ils ont plus un rythme qui leur est propre. Donc, ils sont souvent couchés au fil de la journée, selon leurs besoins, selon leur rythme. Voilà, on essaye de suivre le rythme des parents, mais quelquefois, la petite particularité qu'il y a, c'est que une maman va arriver à 9h, 9h15 en disant « il est fatigué, il est levé depuis 6h », mais le fait que l'enfant arrive à la crèche, il est plongé dans une autre adrénaline, il y a des copains, il y a des jeux, il y a l'intervenante musique qui arrive, et quelquefois il ne dort pas forcément tout de suite. Donc le sommeil entre la crèche et la maison peut être un peu différent. Et du coup, j'imagine qu'il y a déjà une première thématique qui va concerner du coup la communication entre déjà la personne qui travaille, l'auxiliaire de puériculture qui est là, puis du coup le projet pédagogique de ce que vous avez décidé de comment amener le sommeil dans la crèche, et puis du coup le discours, les envies, les attentes des parents qui parfois sont cohérentes avec votre rythme à vous, parfois pas. Et du coup, est-ce que ça arrive? Est-ce que tu reçois des frustrations de parents ou des demandes qui te semblent un peu incohérentes avec ce que vous essayez de mettre en place? Et comment tu gères ça, toi? Alors, ça arrive que des parents aient un besoin que l'enfant, surtout les plus petits, on va dire, avant 6 mois, 8 mois, tant que l'enfant a un rythme de sommeil un peu
qui lui est propre. Parce que quand ce sont des grands qui font la sieste en début d'après-midi, voilà, là, ils sont dans un rituel déjà. Mais quand les enfants ne sont pas dans un rituel, et surtout quand ils ont encore des levées nocturnes, les parents sont dans un stress de se dire s'il n'est pas couché à telle heure, ça va décaler le sommeil de l'après-midi, qui va décaler celui du soir, du coup ça va décaler le biberon de la nuit, et moi je dois me réveiller le matin. Donc c'est en ça qu'on essaye d'entendre les familles. Bien évidemment, on est dans la communication. On a rarement des familles qui arrivent en disant c'est pas possible, mais pourquoi vous ne l'avez pas couché? Enfin, ils comprennent, leur enfant a eu envie d'être dans l'éveil, dans le jeu, et du coup ça a décalé. Mais d'un autre côté, nous, on est sensible quand même à entendre qu'on a besoin que les parents dorment la nuit aussi quand même, parce que c'est essentiel pour eux aussi. Donc entre le sommeil des enfants et le sommeil de la nuit des parents, voilà, notre cœur balance. Oui, la fatigue qui ne facilite pas la communication, on le saura. C'est sûr, ouais. Mais, parce que du coup, en termes de... Justement, pour les très jeunes bébés qui ont leur rythme propre, concrètement, quelle est la place qui est donnée à la formation ou à l'accompagnement, tu vois, vraiment pour soutenir le sommeil? Est-ce que c'est un soin qui est apporté particulièrement à l'environnement? Est-ce que c'est un accompagnement des personnes pour endormir les bébés? Est-ce qu'il y a une approche particulière ou pas? Mais oui, bien sûr, nous en crèche, on a un petit rituel, comme souvent les parents à la maison, évidemment. Nous, le petit rituel, c'est tout d'abord, on détecte quand l'enfant commence à se frotter. Souvent, on dit quand le bébé approche les mains de son visage, pas que pour mordiller les mains, mais quand il commence à se toucher le visage, c'est un signe de fatigue. Donc, en ce moment-là, il ne faut pas louper le petit train de sommeil qui arrive forcément pour pas qu'il reparte dans un autre cycle. Il y a le petit rituel qui commence déjà dans la salle de change, où il est déjà plongé dans une ambiance un peu hors section, hors jeu, dans un petit cocon où on commence à le préparer en disant tu vas aller te reposer. Déjà, quand on sait que l'enfant on va changer la couche et le préparer pour le sommeil, on commence à prendre le doudou et la sucette. Comme ça, il sait que ce n'est pas juste changer la couche pour repartir jouer. Donc, on a le doudou et la sucette, la couche est changée. On lui met déjà la petite turbulette dans la salle de change aussi, il commence à se mettre dans son petit cocon. Et de là, on va dans le dortoir. Le dortoir, il n'est pas dans le noir-noir, puisque c'est le sommeil de la journée, donc il est dans la pénombre. Et il y a des petites musiques. Alors souvent, nous, à la crèche, on utilise les sons blancs qui aident l'enfant à s'apaiser, puisqu'on sait que le bébé dans le ventre de la maman, il a toujours entendu des sons, mais beaucoup, la digestion de la maman, les bruits extérieurs, enfin, beaucoup de sons. Et le fait de dormir dans un environnement silencieux peut être anxiogène pour le tout petit. Donc voilà, on y met des petites boîtes à musique avec des sons de nature, etc. On reste quelquefois à côté ou pas, parce qu'on peut le gêner. Donc quelquefois on reste, mais dans tous les cas, il y a une surveillance bien sûr dans le dortoir. Si on ne reste pas dans le dortoir, il y a une surveillance qui est faite avec des petits horaires de passage et toutes les 10 minutes. On a le dortoir des bébés qui est bien fait parce qu'il communique avec celui de grands par une porte. Donc on peut rentrer par le dortoir des grands pour surveiller le sommeil des bébés sans arrêt ouvrir la porte, fermer la porte, voilà. C'est bien ça. Et dans les cas de bébés avec un sommeil compliqué en crèche, parce que certains enfants, du coup, arrivent déjà dans le mode de garde avec, par exemple, une dette de sommeil déjà consommée, ce qui ne facilite pas, du coup, les endormissements, ni la lecture des rythmes. Parce qu'un bébé qui est en dette de sommeil fait des signes de fatigue de manière assez anarchique et pas du tout synchronisée avec le rythme idéal par rapport à ses besoins. Est-ce que, du coup, il y a un traitement spécifique de ces enfants-là? Est-ce que tu essayes de développer des choses avec la famille en concertation ou même, pourquoi pas, des professionnels médicaux, paramédicaux sur le sommeil? Alors, évidemment, là, on n'a pas de problématique cette année, mais ça nous est arrivé. On organise de temps en temps le soir des ateliers des parents où les parents se réunissent et peuvent parler de problématiques diverses et entre autres le sommeil. De toute façon, le bébé, quand il a un besoin de s'exprimer, il n'a pas énormément de cordes à son arc. C'est le pleur ou c'est l'excitation, du coup il ne dort pas, ou mauvaise alimentation. Donc en général, ça tourne autour de ces petits thèmes-là. Donc on arrive à se réunir, on a à réunir les familles avec quelques professionnels ou toutes les professionnels de la crèche. Mais le but de ces rencontres, ce n'est pas forcément de donner des pistes de réflexion.
c'est de laisser les parents discuter entre eux. Nous, on est là juste pour faire le chef d'orchestre et d'essayer de donner la parole un peu à toutes les familles et que chacun puisse partager leurs difficultés. Et le fait de dire, chez moi, c'est compliqué, il se réveille la nuit, j'arrive pas à endormir, et qu'un autre dit, mais moi aussi, j'ai essayé ça. Enfin, voilà, de parler de père en père, de parent à parent, quelquefois, l'échange passe mieux. D'accord. Et ensuite, quand on a des enfants qui ont des problèmes de sommeil, alors on n'en a pas eu, mais j'en ai eu dans ma carrière, on peut proposer plusieurs choses, soit qu'ils dorment en section, quelquefois on sort leur lit et on le met dans un coin de la section un peu calme, et le fait d'être au milieu de nous, quelquefois l'enfant dort mieux au niveau d'une petite agitation, on est en micro-crèche, donc l'agitation c'est 10 enfants, c'est jamais beaucoup, mais voilà, on sort son lit, il dort dans la section parce qu'il se sent rassuré d'être au milieu des adultes. Et il m'est arrivé dans une crèche aussi de travailler, de porter les enfants en portage. Et là, pour qu'il y ait une continuité, parce que souvent, quelquefois, les parents les endorment comme ça, les enfants en portage, et les gardent dans les bras. Moi, j'ai entendu des parents arriver à la crèche et dire, moi, pendant 6 mois, je me suis fait plaisir. Il a dormi dans mes bras, était au sein, il dormait dans mes bras, et je restais comme ça toute la journée, parce que le sommeil, c'est sacré, j'ai besoin qu'il dorme. Bon, ok, sauf que pendant 6 mois, le bébé, il a connu ça. Mais il faut qu'il y ait une petite transition et ça fait partie de l'adaptation en crèche. Qu'est-ce qu'on fait pour automiser l'enfant à être capable de s'endormir dans son lit tout seul? Ça ne peut pas se faire tout comme ça. Et du coup, des fois, dans la situation, c'est le rôle de la crèche. Tu sens les parents ne sont pas forcément prêts à enclencher cette mécanique-là à la maison et tu sens que le mode de garde vient pas forcer, mais créer cette nécessité-là. Oui. Ouais. Je pense que le mode de garde, de toute façon, ils le disent. Les parents disent, moi, je me fais plaisir, je sais qu'à la crèche, ça sera différent. Et puis, voilà. Puis c'est un peu... C'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est pas débrouillez-vous, mais moi, je peux pas faire autrement. J'ai envie d'en profiter et j'ai le temps. Enfin, voilà. Ok. Et du coup, il y a des protocoles pour ça, d'accompagnement justement de l'enfant depuis ce qu'il connaissait avant jusqu'à l'autonomie. Est-ce que vous avez une façon d'aborder les choses ou c'est vraiment à chaque enfant À chaque enfant différent. Il ne peut pas y avoir de protocole. Ça fait partie de la période d'adaptation, où on appelle maintenant la période de familiarisation, où il y a une personne accueillante qui accueille la famille et qui pose des questions via tout un petit questionnaire de comment ça se passe à la maison, que ce soit le sommeil, l'alimentation ou autre, mais le sommeil entre autres. Et pas que à quelle heure dort votre enfant, c'est comment il dort, dans quelle position, qu'est-ce qu'il aime, comment il se réveille aussi, parce que ce n'est pas que l'endormissement, c'est comment il se réveille. Parce qu'un enfant peut très bien s'endormir, mais se réveiller et peut-être se réveiller en pleurant pour pouvoir se rendormir. Donc ça, c'est important qu'on sache. Mais oui, 3/4 d'heure après, il se réveille, il était un peu agité, mais hop, il se rendort, je le berce comme ça, je caresse sur le front. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Et ça fait partie de l'échange qu'on a avec les familles. Bien sûr. Et cette approche-là du sommeil, j'imagine qu'elle n'est pas systématique dans toutes les crèches. En tout cas, dans mon point de vue de pro du sommeil, en tout cas, où j'ai beaucoup de retours de parents, pour le coup, et on aura l'occasion d'en parler. J'entends aussi beaucoup de frustration parentale, de tentatives de mise en rythme ou de suggestions de rituels pour faire comme à la maison qui ne sont pas forcément écoutés à chaque fois, qui ne sont pas forcément respectés à chaque fois, où il y a des dialogues qui sont vraiment compliqués, ou dans d'autres formats de crèche avec plus d'enfants, parfois moins de personnel, etc., donc plus de pression, et on comprend bien, le but c'est pas de faire de jugement ou quoi que ce soit, mais du coup c'est une toute autre considération où si l'enfant est trop demandant d'accompagnement, de temps, etc. pour s'endormir, du coup on ne dort pas. Et du coup, est-ce que dans les différentes expériences professionnelles de ton parcours de JE, tu as connu des situations un peu comme ça où la structure elle-même, elle pouvait pas être pro-sommeil ou pro-accompagnement? Alors moi, j'ai travaillé dans différentes structures, effectivement, plus ou moins importantes. Et une des dernières qui était assez importante, où j'étais dans un service que de bébés, et on avait 17 à 18 bébés. Donc 17 à 18. Ah oui, c'est une meute, une meute de bébés. Une meute de bébés. Et il y avait 17 bébés. Alors bon, s'ils m'écoutent, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois qu'il y avait une vingtaine de moyens et 2 sections avec 20 grands. Donc c'était vraiment une super structure. Ah oui.
On ne faisait pas exactement comme on aurait aimé faire, mais on faisait quand même au mieux. Et par contre, il y avait une jolie pédagogie dans cette structure que nous, on essaye de remettre en place au Petit Renard. C'est les enfants qui dorment dehors. Et on avait tout un petit espace aménagé pour pouvoir coucher les bébés dehors. Et de toute ma carrière, je n'ai jamais vu aussi bien dormir les enfants dehors, aussi longtemps. C'est bien. Enfin, dehors ou dedans, mais aussi bien dormir les enfants. C'est endormi en poussette ou il y avait vraiment Dans leur des... lit, dans on leur sortait lit leur lit, il y avait tout un coin. Et on sortait les lits à barreaux. Alors c'est vrai que ça fait de l'intendance, le journée, il fallait sortir, le soir, De il fallait 18 rentrer, bébés. voilà. Et alors ce qui est étonnant, c'est que les parents, quand ils arrivaient, au départ, on leur disait, ça faisait partie du projet pédagogique de la crèche. C'était une crèche écolo, etc. Il y avait des formations en lien avec les pays scandinaves. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça se fait beaucoup dans les pays scandinaves. Donc il y avait des formations en lien, etc. Et les premières pros qui sont formés formaient les suivantes, etc. etc. Okay. Enfin, voilà. Donc on était tous formés à coucher les enfants dehors. Et le plus étonnant, c'est qu'on les couchait par tout temps, sauf l'été. On est dans le sud, hein, vous entendez à ma voix, dans le sud. Il fait trop chaud l'été. On ne pouvait pas les coucher l'été. Donc on les couchait par tout temps dehors. Les parents le savaient, ils amenaient une tenue de neige. Donc avant de se coucher, là, c'était pas déshabillé, petite turbulette, c'était habillé. Donc hiver également. Et hiver également. Okay. Des fois, on les couchait, il neigeait dehors. C'est ouf. Et au début, les parents arrivaient et il y en avait, allez, on va dire, sur les 18, il y en avait 2-3 qui en avaient entendu parler, qui étaient pour, et on en avait 15 qui disaient non. Ouais. Et en décembre, on avait tout le monde qui disait oui. Ah ouais. De les voir, ils arrivaient, ils venaient chercher leur enfant, ils voyaient que les autres, ils étaient dehors et ils dormaient pieds. Mais vraiment, ils avaient l'habitude, alors on les mettait dans leur petite tenue de neige, on les emmaillotait aussi. Il y avait l'emmaillotage qui marche bien. D'ailleurs, nous, l'emmaillotage, on le refait au Petit Renard. On emmaillote les enfants et ils se sentent contenus puisque dans le ventre, ils sont dans un petit coin, dans un petit espace. Donc là, voilà, on les emmaillote et ils dormaient très très bien. Ouais. Et moins de transmission de germes, moins de maladies, puisqu'ils sont dehors, parce que dans le dortoir, 18 bébés dans le dortoir. Oui, c'est une usine à... Une usine à microbes. Ouais. Ok, d'accord. Et bah, du coup, ça fait une chouette transition pour parler du point de vue parent, pour le coup. Parce que moi, j'ai des enfants qui sont allés dans des structures, mais en Allemagne. Ouais, et du coup, quand on est arrivé en France, deuxième avait 18 mois et c'était école et asthmat. Donc moi, j'ai pas connu la crèche française. Donc je peux pas faire ce retour-là, mais toi, tu peux. Oui, moi, je peux. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de... Donc tu as 4 enfants, on le rappelle. Tu peux nous dire un petit peu par quel type de mode de garde t'es passé? Spoiler alerte, tous. Ouais. Et du coup, voilà, comment spécifiquement en crèche, j'allais dire, ça s'est passé? Ça se passe toujours? Se passe toujours. Oui, effectivement, on a connu tous les modes de garde possibles et imaginables. La SMAT, la nounou, la garde partagée, la crèche privée, interentreprise, qui était en micro-crèche, et la crèche municipale. Aujourd'hui, les jumelles sont en crèche municipale, donc on a eu une place assez vite. Je crois quand on a des jumeaux, on est prioritaire, apparemment. Il faut bien que ça ait des avantages. Quelques-uns, rares, mais on capitalise dessus. C'est très amusant parce que les problématiques, ou en tout cas la manière dont le sommeil est géré, selon les modes de garde, est extrêmement différent, avec des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Moi, ce que j'ai préféré, et c'est vraiment vrai, c'est effectivement la micro-crèche. Parce qu'en fait, sur la partie assistante maternelle et nous, il y avait un environnement qui était tellement silencieux, tellement contenu, qu'en fait, au final, moi, mes enfants dormaient énormément, voire peut-être même trop, avec une sorte d'échappatoire qui se faisait dans le sommeil pour diminuer la sensation de durée qu'avait la journée de garde. En crèche municipale, aujourd'hui, elles font un travail remarquable, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux. Donc, il y a beaucoup d'enfants avec 3 sections, ils sont une bonne 50aine. Donc, sur des tout petits, en tout cas, c'est compliqué. Elles ne peuvent pas être tout simplement partout. Donc, c'est plus difficile. C'est des sections bébé, moyen, grand encore? Alors aujourd'hui, avant oui, et puis là ils ont remixé il y a 6 mois avec tout âge confondu. Donc bébé, moyen, grand dans une même section. Donc ça fait une micro-crèche par section à peu près. Exactement, avec des journées où il y a une circulation libre entre les espaces et les sections, donc bien. Les enfants aiment beaucoup. Moi aujourd'hui, les miennes, elles ont 2 ans et demi, donc j'avoue, je cristallise pas énormément sur la durée de leur sieste. Je sais qu'elles vont se coucher si elles ont sommeil et qu'en fait qu'elles dorment 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures.
Aujourd'hui, elles sont dans un climat et dans un environnement qu'elles connaissent, donc je ne suis pas inquiète. Là où ça a vraiment été super, c'était la microcrèche pour mon fils qui a intégré la microcrèche, il avait 1 an. Et en fait, effectivement, il y avait des dortoirs, une vraie pédagogie d'accompagnement qui était mise en place autour du sommeil. Et moi, j'ai trouvé que l'équilibre était très juste entre les informations qu'on nous demandait en tant que parents pour recevoir, que le personnel de la crèche puisse recevoir ces informations du rythme de l'enfant, comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il a besoin. Et en même temps, le fait que c'est une structure dans laquelle il y a d'autres enfants, donc ça permet à l'enfant d'apprendre à assouplir un petit peu aussi son rythme, ce qui n'est pas le cas chez une asthmate. Et ce faisant, d'avoir des signaux qui vont être observés, un personnel qui est à l'écoute, mais qui a aussi d'autres enfants à gérer. Et potentiellement, si on prend le train de sommeil plutôt vers la fin qu'au début, ou au contraire très au début, en fait, ça permet à l'enfant à gagner naturellement en autonomie, puisque du coup, il apprend aussi que la fatigue est là, mais que c'est pas parce qu'il ne va pas s'endormir parce qu'on est sur le créneau, paf, à la minute près. Et il peut apprendre à s'assouplir un petit peu. Et après, il dormait effectivement très bien sur des rythmes qui n'étaient pas les mêmes qu'à la maison, mais qui lui convenaient. Et nous, on n'avait pas de déflagration le soir quand on le récupérait. Quand il rentrait à la maison, il n'était pas reposé comme s'il avait dormi 6 heures, mais c'était un enfant, un bébé normal. Donc ça, c'était assez agréable. Et après, je trouve que de manière générale, en tout cas, moi, la manière dont je vois les choses en tant que maman, en tant que parent, c'est de se dire que ça fait partie de l'intérêt et de la raison pour laquelle on choisit une crèche, de se dire que l'enfant, il est aussi là pour apprendre à se développer, pour apprendre à grandir et à évoluer dans ses cycles de sommeil. Donc, il va rentrer avec un cycle préétabli. Mais en fait, ce cycle-là, il est amené à changer. Et pour le coup, pour moi, ça passe de manière indispensable par la confiance qui est faite au personnel de la structure accueillante, dont on sait qu'elles font de leur mieux pour écouter le besoin de l'enfant et que en fait, tout a été fait pour le mettre dans des conditions parfaitement favorables, mais qu'à un moment, moi, j'estime que c'est aussi indirectement la mission un petit peu de la crèche que de venir aider les parents à évoluer avec l'âge de leur enfant. Et de se dire que en fait, quand on confie un bébé qui va avoir 6 mois, son besoin de sommeil n'est pas le même que celui d'un enfant 1 an et demi. Mais parfois, nous, en tant que parents, on est un peu... on n'arrive pas à voir nos enfants grandir. Voilà, et du coup, on veut pas, ou ils veulent pas. Ou ils veulent pas. Et donc, du coup, la crèche, pour ça, c'est vraiment un véritable atout et un soutien qui nous permet, en tant que parents, de passer d'étape en étape en se disant, c'est vrai que maintenant, il a plus 6 mois, il a 1 an et demi. Et en fait, il y a des choses qui évoluent, son cycle change, son rythme change. Et les communications fluides avec la crèche et avec le personnel qui s'occupe de notre enfant la journée nous permet cet accompagnement plus en douceur, je trouve. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que aussi il y a le côté, le grand avantage de la collectivité, c'est que du coup on voit son enfant au milieu d'autres enfants du même âge. Et il y a des phases de développement de l'enfant où il y a beaucoup de différences. Typiquement sur la période 13-18 mois, il y a plein d'enfants qui vont faire 2 fois 1h30 de sieste et il y en a plein qui vont faire 1 fois 2 heures, voire moins. Dans les meilleurs des cas, quand il n'y a pas de soucis, ça peut se passer comme ça. Mais il y a aussi plein de moments très synchronisés. Typiquement, à partir de 18 mois, on est généralement sur une seule sieste pour tout le monde quand ça se passe bien. Et du coup, oui, effectivement, il y a ce truc de point de repère, de constater que tu sors de ton rythme à toi, de ce que tu connaissais ou ce que tu aussi pensais parfois connaître du fonctionnement de ton enfant en disant, a priori, il y a d'autres rythmiques possibles, d'autres rituels. Et effectivement, il y a un côté informatif et collectif qui est, je pense, très chouette pour les parents. Ça, c'est clair. C'est clair. Et du coup, en termes de... pour les professionnels qui sont recrutés dans les crèches, dans les micro-crèches, est-ce que les formations sont unifiées sur le sommeil ? Est-ce qu'il y a des notions de physiologie ? Parce que là, on parle beaucoup de l'aspect comportemental, observation des signes, etc. Mais est-ce qu'il y a une formation unique ? Est-ce que chacune peut avoir son espace aussi de formation propre ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées dans les structures aussi pour qu'on puisse uniformiser à la fois le degré de formation, puis du coup l'approche, la pratique ?
Alors, quand ils arrivent, on recrute les personnes en crèche, elles ont leur propre formation, CAP petite enfance ou auxiliaire de puériculture, donc elles ont déjà des notions. Ensuite, il y a des formations effectivement qui sont proposées. Il n'y a pas tellement de formations sur le sommeil de l'enfant. Il y a beaucoup de formations sur tout ce qui est éducatif, beaucoup sur l'hygiène, etc., mais pas beaucoup sur le sommeil. Mais nous, on a notre propre réseau de formation interne, on va dire, puisque parallèlement aux microcrèches, j'ai créé un organisme de formation. Et là, on essaye d'avoir une trame, on va dire, formatrice pour que tout le monde entende la même chose au même moment et qu'on tende vers la même façon de travailler. Ce qui est marrant aussi quand je t'entendais parler, c'est que quelquefois, il y a des familles qui arrivent avec des particularités. Il dort que comme ci, il dort que comme ça, il faut le coucher comme ça, les pieds là, machin, tout ça. Bref. Nous, on dit ok, voilà, on essaye de respecter et pouf, on le couche normalement, l'enfant, il prend son toutou, sa sucette, on sort et le soir, on dit aux parents, nous, ni on l'a bercé, ni rien, il a dormi, il se réveillé, et les parents ils sont là, quoi, mais... Ouais, ça se fait, c'est quoi la technique? Et quelquefois, voilà, les choses qui se font à la maison, ça ne se fait pas forcément à la crèche. L'enfant est très capable de s'adapter à un autre univers, très, très résilient, et se dire, ben, là, ici, avec papa et maman, c'est comme ça, mais ici, bon, ben, ça peut être autrement, il n'y a pas de souci. Il y a une différence fondamentale pour l'enfant dans l'environnement émotionnel, c'est qu'en fait, il y a vraiment d'enjeux et donc de difficultés à la séparation qu'avec les figures d'attachement principales. Donc souvent, c'est ultra fréquent qu'on ait un petit bout qui s'endort, mais ultra bien avec les grands-parents, structure d'accueil et tout ça. Et alors avec les parents, mais c'est un enfer sans nom. Et ça vient vraiment du système d'attachement de l'enfant qui, du coup, particulièrement quand il traverse des phases d'angoisse de séparation, fait ce petit effet moule rocher qui est très difficile du coup au moment du sommeil, et ce qui n'a absolument pas lieu, ou beaucoup moins en tout cas en structure d'accueil. Oui, moi je le vis là à titre personnel, parce que moi les parents me racontent un petit peu ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont envie, mais récemment j'ai été mamie. Donc, et donc je vois ma belle-fille et mon fils être dans l'éducation de cette petite... de ce petit bout et leur façon de réagir face au sommeil, au manque de sommeil, au tété, etc. Et ça me donne une autre réflexion. Je me dis, ah ben tiens, moi aussi les parents ils doivent être comme ça, ils ne me confient pas tout. Donc je vois en interne un petit peu les choses qui se passent. Je ne sais pas toi si tu l'avais, mais moi j'ai découvert ça. Il y a une application où on marque tout maintenant. Le sommeil, le machin, le truc. Alors moi j'ai... Avec des statistiques, des trucs très très compliqués, les camemberts et tout. Moi très honnêtement, j'ai toujours refusé d'installer ce genre de choses parce qu'en fait, je trouvais que ça venait mettre des métriques et des indicateurs sur des choses qui doivent être de l'ordre plus du ressenti. La seule chose que j'avais, c'est que j'avais un espèce d'élastique ou de bracelet, mais tout pourri en plastique. Et en fait, je changeais le bracelet de main pour savoir de quel côté donner le sein quand j'allais. C'est le seul truc que j'avais. Mais après, sinon, je notais pas parce qu'en fait, je trouvais que... En fait, pour moi, c'est très important de donner un cadre à l'enfant, mais c'est aussi important que ce cadre ait du sens. Et si jamais on impose une sieste à 13h, parce qu'on a décrété que 13h c'était la sieste, sauf qu'en fait, il y a des jours c'est 12h45 et d'autres jours où c'est 13h15, au final, le noter dans l'application, je trouve que ça met une pression qui est énorme en fait. Alors, moi je ne le vois pas comme, de ce que je vois de l'extérieur, comme un suivi ou une obligation de coucher à telle heure. C'est juste, j'ai l'impression, pour assurer les parents, de se dire, voilà. Et quelquefois, moi, de ce que je peux comprendre, parce qu'après, si elle m'entend, elle va dire qu'est-ce qu'elle a parlé de moi. On les embrasse. On les embrasse. De ce que je peux comprendre, c'est que toute jeune maman, elle manque de sommeil, forcément. Ah bah ça. Jusque-là. Tout ça, on ne dort pas. Et du coup, cette souffrance d'avoir manqué de sommeil, j'ai l'impression qu'il y a un transfert qui se fait sur le bébé de se dire, je ne veux pas que mon bébé manque de sommeil. Donc, je veux contrôler qu'il y ait tant de... Moi, je le vois beaucoup comme ça. Après, elle est toute petite encore, elle a que 3 mois. Donc, le temps d'évoluer, tout ça, voilà. Tout neuf. Mais tout neuf, voilà. Ça ne va pas durer des années, je pense. C'est juste quelques temps. Là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui rassure. Et pourquoi pas? Parce que moi, ça a été la discussion ce week-end, c'était comment vous faisiez-vous? Alors, moi, je ne me souviens pas que, bien sûr, ça n'existait pas. Je n'avais même pas les téléphones portables, donc je ne risquais pas d'avoir l'application. Est-ce que je notais sur un papier? Je ne sais pas. Peut-être qu'on avait d'autres... je ne me souviens plus, parce qu'ils sont vieux maintenant. Mais peut-être je notais sur un
petit carnet, à dormir à telle heure. En crèche, c'est ce qu'on fait en fait. Donc Oui, on n'a pas c'est ça. l'application, mais on note. Donc bon. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de... Et surtout pour le sommeil, parce que c'est marrant, parce que c'est ça qui est noté, le sommeil et les tétés. Oui. Combien de... Sommeil et Voilà. alimentation. Mm. Ouais. Après, ce qui compte, c'est que chaque parent trouve la solution qui lui va bien. Oui, hein. oui. Comme d'ailleurs pendant les transmissions ou les partages d'informations du matin ou les relèves à la crèche, il y a des parents qui sont très, très avares de détails, qui disent rien. Et puis, il y a d'autres parents qui, au contraire, sont extrêmement détaillés, qui donnent beaucoup d'informations sur les horaires de lever, de réveil, de quantité, de nourriture. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce qui rassure les parents. Il y a des parents qui ont besoin d'être sûrs que toutes les informations ont été données. D'autres parents qui font, qui font une transition peut-être plus... J'allais dire sèche, mais plus rapide, oui. Je pense que ça dépend énormément. Oui, et puis même du coup dans un autre regard, ça m'arrive moi, dans certains cas spécifiques, d'encourager la prise de notes, tout simplement parce qu'il y a des moments où l'observation du bébé, ça permet après de reconnecter à l'intuition. Ça permet de voir des schémas qui sont récurrents, et du coup de mieux lire les signes de fatigue, etc. Donc ça peut être un vrai outil, pas juste pour se mettre la pression de se dire il faut qu'à 13h02 cet enfant dorme parce que sinon ça va être l'enfer, mais plutôt voilà, précisément de prendre du recul. Mais je suis d'accord avec toi, il y a aussi plein de gens, et avec l'avènement des applis, ça encourage ça un peu quand même, de se dire je vais tout noter, je vais tout monitorer, je vais tout calculer parce que ça va me donner en fait un sentiment de contrôle. Mais en fait, notamment le postpartum et la première année et demie de l'enfant, c'est la plus grande claque de la vie pour te dire tu ne contrôles pas, tu ne maîtrises pas. C'est enjoy the ride, vraiment, prends ta respiration. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ouais, mais je comprends que ça puisse, qu'on essaie de se raccrocher à quelque chose pour avoir le sentiment de piloter un peu les choses. Puis c'est très rassurant aussi, en tant que parent, de se dire effectivement avec le manque de sommeil, on peut avoir peur d'oublier des informations et on peut se dire mais je ne sais plus à quelle heure il a bu, combien il a bu, est-ce que je redonne, est-ce que je ne redonne pas. Enfin, parfois, en plus sur un premier, il y a des... en fait, tout est nouveau, en fait. Donc, on découvre tout et tout est source d'inquiétude. Exactement. Et comme rien n'est rythmé au début, mais c'est forcément, on n'a pas grand-chose auquel se rattacher, quoi. C'est ça. Donc, c'est un peu le chimpanzé qui tombe de branche en branche, quoi. Je la connaissais pas, elle est bien, celle-là. Mais parce que si, c'est ce que je disais, en fait, tu n'accouches pas du mode d'emploi en même temps que le bébé. Et là, grâce au réseau, grâce à tout ça, il y a des informations vraiment de physiologie auxquelles on a accès, que même moi, quand je suis devenue maman, c'est pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait rien. Mais même, parce qu'il y a ce qu'on sait, et puis il y a comment notre enfant à nous, il fonctionne. Et parfois, c'est pas pareil, quoi. Il y a des fois trop. Il y a des fois trop d'informations. Oui. Ah oui. Il y a beaucoup, il y a trop. Il faut trier déjà, mais en plus, il y a vraiment beaucoup. C'est vrai, le sommeil cristallise ça. Laisser pleurer, pas laisser pleurer. Il faut bercer, pas bercer. Accompagner, pas accompagner. L'allaitement, pas l'allaitement. Enfin, en tout cas, les personnes que moi je reçois sont souvent sous pression soit de l'entourage, soit du milieu médical, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Et dodo, pas cododo, dormez-nous, pas dormir. Exactement. Avec toutes les méthodes, 5, 10, 15, 3, 6, 9. On en a moins parlé de ça. Tu sais plus si tu fais un œuf coq ou si tu endors ton bébé. Et le grand problème de n'importe quelle méthode, c'est que du coup, ça enlève plutôt de l'équation ce dont tu parlais tout à l'heure, et je suis absolument d'accord avec ça, c'est fondamental, c'est l'intuition. C'est prendre un step, reculer, regarder comment son enfant réagit, ce que ça nous fait sentir à l'intérieur, et comment est-ce qu'on articule ça pour être juste. Pas parfait, jamais parent parfait, juste. Et Nicole l'a dit. Ouais. La mère parfaite, c'est la mère imparfaite. Absolument. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'à l'inverse de ça arrive où tu as pu, dans ta carrière, recevoir des parents ultra informés, tu vois, ultra décidés dans une approche, il faut que ça se passe comme ça, parfois même un peu dur, tu vois, non, mais surtout le bercez pas, surtout l'accompagnez pas, parce que ça arrive aussi d'avoir des recommandations de distanciation, parce que si on se remet à le bercer, ça va nous refaire partir dans un enfer qu'on a vécu il y a 2 mois, etc. Et est-ce que, du coup, quand tu reçois ce genre de discours-là, qu'est-ce que tu en fais ? Ça nous arrive bien évidemment, ça nous arrive souvent, on essaye d'être toujours dans la communication,
puisque c'est la clé de tout. On essaye de comprendre déjà, eux, pourquoi ils arrivent avec cette exigence-là, de surtout pas bercer, surtout pas comme ci, surtout pas ça. Et en discutant, en essayant de comprendre, en essayant d'expliquer que même si chez nous, ça se passe d'une façon, c'est pas sûr que chez eux, ça se passe différemment, que ça change, vu que déjà, ils ont mis en place un certain rituel, on arrive quand même à se dépatouiller. Mais effectivement, il nous arrive très souvent d'avoir des parents avec vraiment, où ne donnez surtout pas de doudou, surtout pas de sucette. Ah oui. Le premier, la sucette, c'est une horreur, on n'est pas arrivé à l'enlever. Donc le deuxième, surtout pas de sucette. Et on va se retrouver à l'enfant qui va piquer une sucette de tous les autres et qui va la prendre. Oui. Donc, amener une sucette, il prend la sucette de tout le monde. Non, surtout pas de sucette. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça. À force de communiquer, après, nous, on est une micro-crèche assez ouverte où les parents sont invités à rester s'ils en ressentent le besoin. En dehors de l'adaptation de leur enfant, s'ils ont envie, ils peuvent rester, voir comment ça se passe. Et le fait de nous voir comment on travaille, comment on parle aux enfants, comment on se positionne. Ils découvrent leur enfant dans la collectivité, parce qu'eux, ils le connaissent en individuel, mais dans la collectivité, c'est pas tout à fait le même. Une fois ils arrivent de haut, elle est adorable, les petites couettes, et puis c'est la petite fille qui va tirer les cheveux à tout le monde. Ils les voient différemment, mais ils se disent, voilà, elle n'est pas à la maison, elle n'est pas du tout pareille. Enfin, voilà, donc de voir leur enfant autrement, de nous voir, nous, comment on parle aux enfants, comment on se positionne dans la journée, comment on peut être dans l'observation, dans le respect du rythme, ça permet de les détendre et de gagner cette confiance, puisqu'en fait, pour que tout se passe bien, c'est qu'il y a une confiance qui s'installe. Et la confiance, elle n'est pas juste j'ai besoin de la crèche, j'ai entendu que cette crèche est très très bien, donc j'ai confiance. Ce serait trop beau, quoi. Ça se travaille au quotidien, voilà, petit à petit. Et est-ce que tu as le sentiment que les inquiétudes des parents ont changé avec les années? Ou est-ce que c'est toujours plus ou moins les mêmes choses qui reviennent? Non, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Parce qu'il y a quelques années, alors il y a peut-être 20 ans en arrière, il y avait beaucoup la famille qui jouait le rôle maintenant des réseaux sociaux. Où ils étaient aussi surinformés, maman, mamie qui disait, belle-mère qui disait, tata, machin, moi je faisais comme ça, à ton âge, moi il faisait ça, enfin voilà. Donc il y avait beaucoup la famille qui avait ce rôle-là. Là maintenant les mamies, elles travaillent, elles sont actives, donc elles sont un peu moins présentes dans ce sens-là, où elles ont un peu plus travaillé le rôle de donneur de leçons, on va dire. Mais maintenant, ils ont Internet. Les réseaux sociaux. Donc je pense que ça y était toujours, mais à d'autres mesures. Les parents, en fait, quand ils deviennent parents, ils sont extrêmement fragilisés par ce petit bébé qui est là et qui régit la vie de la famille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils ont tellement une peur de mal faire que... et c'est en ça que je découvre des choses avec ma belle-fille, que je pense que les parents ne me confient même pas parce que je la vois faire. Et je me dis, ben ouais, mais moi, je pense que les parents, ils doivent être aussi un petit peu comme ça quand j'entends des choses. Et je trouve intéressant de voir un petit peu ce revers de la médaille pour mieux comprendre les difficultés de certaines familles. Bien sûr. Et typiquement, même question, sur 4 enfants avec des parcours de garde différents, est-ce que toi, tu penses que tes inquiétudes ou tes priorités ont changé d'un enfant à l'autre? Oui, parce qu'en fait, je dirais que je n'avais pas les mêmes inquiétudes pour chaque enfant. Il y avait des choses qui étaient actées pour certains de mes enfants qui ne l'étaient pas pour d'autres, et vice-versa. Donc, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont des inquiétudes sur l'alimentation. Moi, les miens, ça n'a jamais été un souci. Ils mangent comme des... C'est des pelleteuses, en fait. C'est des pelleteuses. C'est impressionnant, c'est des ogres. Ils sont... ça fait beaucoup, ça fait des grosses portions le soir. Donc ça, pour le coup, moi, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait pour aucun de mes enfants. Le sommeil était une source d'inquiétude qui était assez marquée pour mon aîné, parce que les premiers mois de vie avec l'allaitement avaient été compliqués à mettre en place. Lui trouver un rythme qui... Enfin, même identifier le rythme qu'elle pouvait avoir, ça nous a pris du temps et ça a été compliqué. Donc, c'est vrai qu'au moment de la laisser pour retourner travailler, c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Inquiétude que je n'ai absolument pas eue avec Grégoire, qui pour le coup dormait comme un loir partout où qu'il soit. Donc ça, c'était hyper agréable. Par contre, Grégoire, j'étais beaucoup plus inquiète sur le fait qu'il avait passé un an complet chez une nounou avec aucun autre enfant. Donc, j'étais très inquiète de son... Alors,
il avait 1 an, donc, mais de son intégration sociale, entre guillemets, comment ça allait se passer. En plus, c'était un petit bébé, et c'est toujours d'ailleurs un petit garçon qui est extrêmement sensible. Donc, j'étais plus inquiète sur est-ce qu'il va s'en sentir bien, est-ce qu'il va s'épanouir, est-ce qu'il va être brusqué, parce que c'est toujours à la fois un enfant sensible, mais une personnalité déjà maintenant qui a beaucoup de mal avec le changement. Tous les changements, même tout petit bébé, ont été compliqués. Le sevrage, la diversification, toutes les étapes à franchir étaient source de stress et de tension pour lui. Donc j'étais assez inquiète là-dessus. Inquiétude que j'ai pas du tout eue. Par contre, pour les jumelles, ou pour le coup, pour les jumelles, moi j'étais beaucoup plus... alors, c'est très égoïste, hein, mais j'étais beaucoup plus inquiète pour moi, parce que en fait, j'étais déjà bien crevée, parce qu'en fait, les enfants étaient très rapprochés. J'ai eu les 4 enfants en 5 ans, donc avec les jumelles, dont l'aîné a 5 ans et le deuxième 2 ans et demi, c'est quand même un concept de vie. Et les laisser en crèche, j'avais assez peur qu'on arrive qu'on dérègle un mode ou un rythme que moi j'avais trouvé comme quelque chose dans lequel je survivais. Et alors évidemment que c'est horrible dit comme ça, mais c'était encore mieux si ça leur allait à elles, et évidemment il fallait que ça leur aille à elles, mais moi-même j'étais quand même un peu en mode survie, donc il s'agissait que l'équilibre retrouvé fonctionne à minima pour nous 3. Donc ça c'était plus mon inquiétude à moi, mais du coup rythme au global, que ce soit sommeil ou alimentation, c'était vraiment le rythme au global qui m'inquiétait, avec en plus le petit bonus jumelle et la relation jumeaux versus environnement social. Donc les craintes n'ont pas évolué liées à des changements d'inquiétude qui seraient conjoncturels ou sociétales, je dirais, ou en tout cas macro, dans une vision macro. Mais en tout cas, moi, personnellement, elles étaient très liées à chaque enfant. Et du coup, ça évoluait beaucoup. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce que tu disais sur la confiance, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important, que les parents... qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre le personnel de la crèche et les parents, mais aussi pour moi, pour moi, c'est quand même important que les parents fassent confiance et donnent cette confiance en se disant je vous confie mon enfant, je vous le confie pleinement. Et pas je vous le confie en venant checker et en réclamant par le menu de A plus B l'intégralité de trucs qui s'est passé sur la minute à la journée. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'instaure, mais il y a aussi une démarche côté parents de se dire que je laisse mon enfant, c'est des personnes qui sont formées, qui sont encadrées, et je sais que, ou en tout cas je crois que vous ferez ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Non, ça ne suffit pas toujours. On pense que les personnes sont très qualifiées et qu'elles feront mieux, et bien évidemment, mais de là à avoir la totale confiance, mais il faut du temps, il faut quelques mois, quelquefois quelques années, quelquefois des parents n'ont jamais lâché prise et n'ont jamais cette confiance absolue parce que ça leur appartient, c'est comme ça, c'est propre à chacun, c'est propre à leur histoire à eux aussi. Tout à fait. Et puis, comme on touche quand même à la petite enfance, les fois où il y a des drames, parce que ça arrive, c'est extrêmement visible et ça vient chercher tout le monde. Quand on a été parent, quand il y a un drame qui arrive quelque part, ça vient nous réactiver dans cette angoisse, mais qu'on a tous, que quelque chose arrive à nos enfants. La plupart d'entre nous, on sait qu'elle est là et on fonctionne quand même, on vit avec et voilà, on accepte que c'est partie du deal d'avoir peur pour nos enfants. Et pour certains d'entre nous, avec des vécus particuliers, nous, enfants, accouchement, grossesse, PMA, ce que vous voulez, cette angoisse-là, quand elle est réactivée, c'est paralysant, quoi. C'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. On en est conscient, on est conscient que les parents nous confient la chair de leur chair, la chose la plus précieuse à leurs yeux, et nous on en est conscients et on le dit, et pour nous aussi c'est une responsabilité parce qu'on sait que les parents nous confient, on sait qu'on a un rôle éducatif et un rôle de prévention, un rôle sécuritaire, etc. Donc on est conscient de tout ça, mais voilà, cette relation de confiance, c'est pas parce qu'on en est conscient qu'elle se crée forcément. Alors en micro-crèche ou en crèche d'ailleurs, par rapport aux assistantes maternelles, ce qui est plus simple, on va dire,
ou plus difficile, j'en sais rien, mais c'est qu'on est toute une équipe. Oui. Donc quelquefois, on se sent plus rassuré avec l'une parce Oui. que nous renvoie des choses qui nous parlent, ou moins qu'avec l'autre, etc. Alors que l'assistante maternelle, la difficulté de l'assistante maternelle, parce que moi j'ai été assistante maternelle quand j'ai commencé ma carrière, donc je peux en parler librement, c'est qu'elle est seule. Oui. Donc elle n'a pas le choix que vraiment de créer ce lien-là Oui. avec les parents. Oui. Et c'est vrai que je trouve que dans les crèches, moi, c'est le système de garde qu'on préfère justement pour ça, parce qu'il y a une équipe à part entière avec du coup un climat de sécurité qui pour nous en tant que parents était plus, enfin qui nous semblait et qui nous semble encore aujourd'hui plus rassurant. Et puis aussi une dynamique d'équipe qui porte et puis qui se retransmet ensuite aux enfants. Donc, Et oui, il y a tout un travail d'équipe avec des réunions, des analyses de pratique. Alors, chose qui est moins vraie aujourd'hui parce que les assistantes maternelles sont beaucoup moins isolées qu'elles l'étaient moi de mon temps, puisqu'avec les rames, les RPE, etc. Nous, on dit le RPE maintenant. Dites rames. Relais petite enfance. Les relais. Ah oui, oui, moi je disais relais assistante maternelle. Oui, c'est ça. Et voilà. Enfin voilà, bref, elles sont en tout cas un petit peu plus accompagnées, elles se réunissent, elles sont beaucoup moins seules, alors qu'avant, on était beaucoup plus isolés. Donc, elles font une petite équipe quand même, parce qu'elles arrivent à échanger, elles ont des formations le samedi, enfin voilà, il y a une autre dynamique. Nous, le RPE, du coup, il est dans les mêmes locaux que la crèche. Ah, c'est bien. bien. Jumelles. Oui. Il n'y a pas des liens, parce que nous, à un moment donné, on avait créé ça. On fait des liens, des liens avec les assistantes maternelles où on se rencontre lors de petits événements, comme on peut faire avec les intergénérationnels, etc. Oui. Et je trouve que c'est des moments de partage intéressants. Oui, ils font ce genre de choses et en fait, les salles sont parfois même communicantes. Et donc, du coup, en fait, ça permet aux enfants de circuler. Et je trouve que l'idée est géniale. Parce qu'à la fois pour les assistantes maternelles, c'est quand même super parce que ça fait un espace de jeu, d'échange, d'interaction sociale, à la fois pour elles, mais pour les enfants qui est top. Et puis ça aide, ça accompagne, ça permet d'avoir des échanges, d'enrichir, donc c'est super. Oui, c'est intéressant. Complètement. Et on parlait tout à l'heure d'inquiétudes qui changent. Moi, j'ai une thématique en tête particulièrement. Parce que la conscience commence à se développer un petit peu, ou en tout cas on fait de plus en plus de soins, typiquement au profil hyper, ce qu'on appelle les multidys, tu vois, les enfants neurodivergents, les HPI, les HPE, en gros tous les enfants avec des besoins d'accompagnement spécifiques hors handicap, bien évidemment. Et est-ce que c'est... Parce que souvent, les enfants qui sont concernés par ces profils-là ont un sommeil aussi parfois plus fragile en collectivité, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans ta pratique? Est-ce que des parents viennent te voir avec, pour le coup, ces questionnements-là, ces inquiétudes-là? Est-ce qu'il y a une façon de les rassurer en disant, s'il y a besoin d'un accompagnement spécifique, on peut trouver tel ajustement avec tel degré de créativité parfois? Alors, on n'a pas eu encore cette demande-là parce que les enfants à haut potentiel ou autres sont détectés beaucoup plus tard. C'est rare qu'en crèche, on détecte, je ne crois pas qu'avant 3 ans, il y ait des méthodologies qui détectent qu'un enfant soit à haut potentiel. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de cette demande-là et de pratiques différentes. On a eu des pratiques différentes avec des enfants porteurs de handicap ou des enfants avec des gros reflux, voilà, des petites choses comme ça. Effectivement, à chaque fois, il faut se réadapter. De toute façon, en crèche, on ne fait que ça. Il n'y a rien qui est écrit. On se réadapte. On ne peut pas écrire le sommeil, c'est ça, 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 ou tel enfant, c'est ça, 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 parce qu'on réadapte en fonction de ce que nous montre l'enfant. On réadapte même d'un jour sur l'autre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on n'a pas eu de demande d'une famille qui dirait notre enfant a des particularités pour le sommeil. Parce que je suis d'accord avec toi, effectivement, avant 3 ans, c'est difficile d'avoir la certitude de l'intuition. Mais avant, tu peux avoir l'intuition quand même. Et il y a un terme un peu parapluie qui veut rien dire, mais pour parler de ces enfants-là, avant ce cap des 3 ans, c'est les babys. Les bébés aux besoins intenses, tu sais. Et du coup, moi je trouve que ces termes-là, ils n'aident pas parce qu'il veut tout et rien dire. Ça parle d'enfants qui pleurent plus que la moyenne, mais la moyenne, c'est quoi? On ne sait pas trop. Mais pour le coup, dans ma pratique où je reçois
des familles avec des bébés de, j'allais dire 0, mais même avant, jusqu'à 5 ans. Même dans le créneau avant 3 ans, il y a des parents qui sont porteurs de cette intuition-là et du coup de cette inquiétude-là. Mais oui, mais j'ai pas le choix parce que dans ma zone, j'ai que ce mode de garde-là à disposition. Et je sens bien que la collectivité, par exemple, stresse émotionnellement mon enfant et du coup n'arrive pas à s'endormir et il y a tel environnement qui n'est pas adapté, etc. Et c'est pour ça que je te posais la question de savoir si c'est quelque chose auquel toi tu t'étais confrontée. Alors, on a eu des parents qui nous disaient clairement la collectivité ne correspond pas à mon enfant, que ce soit pour le sommeil ou autre, mais pas forcément des enfants qui seraient surdoués ou au potentiel ou autre. Et ça arrive. La collectivité ne peut pas correspondre à tout le monde. Heureusement, on n'est pas tous pareils. Oui, même aux adultes. Hein. Tout à fait. Donc nous, notre rôle, c'est de les accompagner ou à leur trouver un autre mode de garde ou eux le trouvent d'eux-mêmes et puis voilà, on met fin au contrat. Mais oui, bien sûr, la collectivité ne correspond pas à tout le monde tout le temps. Même quelquefois, un enfant peut être très bien en collectivité et d'un coup, ça ne va plus. Oui. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à la maison. Ou c'est comme ça, des moments où ça va, des moments où ça ne va plus. Et effectivement, ça se joue sur le sommeil, où ça allait. D'un coup, il ne veut plus aller dans le dortoir. Il y a une peur qu'on ne connaît pas, où il y a des réveils d'un coup en hurlant. Bon, ben voilà, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre s'il se joue des choses à la maison, s'il peut y avoir une dispute qui a perturbé l'enfant. Quelquefois, nous, à la crèche, on ressent très rapidement s'il y a des choses qui se jouent à la maison ou s'il y a un nouveau bébé qui arrive. Oui. L'enfant le montre par ce qu'il peut. Et le sommeil. Oui. Okay. Et du coup, est-ce que, parce que j'imagine que même quand on revient au plus basique du basique des inquiétudes parentales, de juste confier son enfant, ce que tu disais tout à l'heure, et faire ce saut dans le vide, hein, même surtout quand c'est un premier ou la première fois qu'on confie un enfant, même si c'est pas le premier lui-même. Quelle est, dans ton expérience, la phrase, bon, j'imagine que c'est pas standardisé, bien sûr, ça dépend des personnes, mais quel est l'espace de réassurance le plus efficace? Comment est-ce qu'on vient dire aux parents, on maîtrise, ça va le faire, quoi? Alors, je pense qu'il n'y a aucun mot qui peut rassurer le parent s'il est inquiet. La seule chose, moi en tout cas dans ma pratique, et nous ce qu'on fait qui peut le rassurer, c'est qu'il vienne voir, qu'il reste avec nous et qu'il vienne passer du temps avec nous, voir ce qui se passe, voilà, prendre le temps de voir ce qui se passe. Et puis ce qui les rassure aussi, c'est de participer à nos petits ateliers du soir et discuter entre parents. Parce que moi je peux avoir toutes les phrases magiques, tout va aller bien, rassurez-vous, enfin... Si dans sa tête, il y a une inquiétude et qu'il n'ose pas le dire, ou l'inquiétude, elle est là, quoi, je ne peux pas mettre un chapeau dessus, il n'y a pas de remède miracle. Mais par contre, ce qui arrive à les rassurer, c'est de voir, de parler avec les parents, parce que la parole entre parents, aide beaucoup. Elle marche bien, et leur enfant. De voir leur enfant. Le soir, ils viennent, leur enfant montre ce qu'il a fait, sourire, ne veut pas partir heureux, quelquefois, ou vient... Moi, ce qui me rassure, ce qui me comble de joie tous les jours, c'est quand je vois de mon bureau les enfants passer en courant et les parents leur courir derrière parce qu'ils languissent de venir à la crèche. Bon, ben, je dis, voilà, pari réussi. Oui. Et toi, du coup, est-ce que dans tes différentes inquiétudes spécifiques à chaque enfant, est-ce qu'il y a eu des stratégies de réassurance, pas forcément des mots, tu vois, mais des façons, parce que pour le coup, on n'a pas tous en tant que parents accès aux crèches. On ne peut pas avoir ce niveau-là de... Dans les grosses crèches, j'avoue que c'est plus difficile quand il y a une centaine de parents accueillis. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je dirais que ce qui était très rassurant, c'est à partir du moment où il y avait une personne, un référent pour l'enfant, ce qui n'était pas le cas pour mon garçon, pour Grégoire, le second, mais qui était le cas pour les jumelles, d'avoir une personne référente. J'avais trouvé ça extrêmement rassurant d'avoir quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui se soucie pas seulement effectivement de savoir comment est-ce qu'il dort, mais quelles sont les habitudes, les petits trucs à savoir, s'il y a des petites choses auxquelles on pense. Moi, ça m'avait énormément rassurée. Et après... on va dire que c'est quelque chose qui se construit au quotidien, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on voit son enfant qui sourit
quand il arrive à la crèche et qu'il sourit quand on le récupère le soir, on se dit que c'est que oui. tout va bien. Il est content de nous retrouver, mais il est content d'y aller le matin. Donc, effectivement, le pari est réussi. Nous, dans le petit fichier d'adaptation qu'on a aux familles, la dernière question, c'est quelles sont vos attentes mondialement, quelles sont vos attentes? Et pratiquement à 99%, c'est que mon enfant soit heureux. Bah oui. Bah oui, oui, et c'est vrai qu'après, dans le détail, le fait de pouvoir donner les informations, ce qu'on connaît de notre bébé, ça nous rassure beaucoup de prime abord. Et puis ensuite, c'est tout simplement le voir évoluer, grandir, et puis le voir rentrer le soir et faire peut-être des jeux ou des mouvements de motricité qu'on ne l'avait pas vu faire avant. Des chansons. Voilà, des chansons, chanter des chansons. Nous, les jumelles, c'est des fans de chansons. Quand je les ramène de la crèche en marchant le soir et puis qu'elles chantent devant moi des chansons, franchement, parfois, je suis bluffée. Je me dis 2 ans et demi, elles chantent les crocodiles par cœur. C'est top. Et en fait, c'est génial parce que du coup, ça permet en fait de voir à quel point l'enfant évolue et grandit. Et du coup, en fait, ça contribue à cette relation de confiance et à faire que tout le monde soit de plus en plus rassuré. C'est le cercle, c'est l'effet boule de neige, mais en positif. Bien sûr. En fait, tu as entendu, c'est qui rassure les parents? C'est les enfants. C'est les enfants. C'est ouais. l'attitude de l'enfant, le fait qu'il chante des chansons, qu'il parle des professionnels, qu'il parle des copains. Qu'il les appelle par leur prénom. Quand ils rentrent et qu'ils disent aujourd'hui j'ai joué avec Sophie, j'ai joué avec Coraline. En fait, on se dit il y a une vraie. Ils les connaissent, ils sont pas. C'est pas un terrain neutre, ils sont en terrain connu et ils connaissent la personne vraiment pour l'appeler par son prénom. C'est pas quelqu'un qui me garde. Et ça, c'est génial. Et puis, quelquefois, les enfants prennent les attitudes des professionnels. Nous, il y en a une professionnelle dans une crèche qui dit tout le temps « ouïe, ouïe, ouïe ». Et donc, du coup, les parents ils nous disent, à la maison, ils nous disent tout le temps « ouïe, ouïe, ouïe ». Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font, le parent est en confiance, il sent que son enfant est bien, est heureux, et c'est tout ce qu'ils attendent. Hein. Oui, puis c'est synergique, effectivement. Il y a je pense que c'est une succession de petits verrous qui sautent les uns après les autres chez le parent, et du coup l'enfant détecte ça et se sent aussi plus en confiance et du coup manifeste des états de bien-être, d'émotions positives, etc. Donc ça rassure le parent et effectivement oui ça se rassure. À 3 ans, quand on leur dit au revoir, beaucoup de parents pleurent. Hein, ah bah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Beaucoup de parents pleurent, oui. Parce qu'entre 0 et 3 ans, c'est énorme tout ce qui se passe, quoi. L'acquisition de la marche, la propreté, l'autonomie dans le sommeil, il se passe tellement de choses, c'est un écart pas possible et les parents partent. C'est énorme. Puis après, quand ces verrous sautent au fur et à mesure, ça crée une espèce de perméabilité à la confiance et au bonheur qui fait que en fait, naturellement, tout le monde s'y retrouve. Et d'ailleurs, certainement aussi, certainement que les équipes doivent le ressentir aussi. Et du coup, venir travailler avec le sourire, avec une forme d'attachement qui se manifeste auprès des enfants. Parce que quand ça se passe bien, c'est top. Ah oui, de toute façon, un enfant anxieux demande plus d'investissement de la part des équipes, inquiète plus les parents, bien évidemment, on espère en tout cas. et du coup, les synergies peuvent aller dans les deux sens. Oui. Positif comme négatif, c'est sûr. Bien sûr. Est-ce que ce ne serait pas un chouette mot de la fin, finalement, très beau mot de la fin. Sur cette thématique? On va rester sur la synergie positive des verrous qui sautent, sur le lâcher-prise et la confiance et le bien-être émotionnel de l'enfant dans sa structure d'accueil. Merci Christine, en tout cas, d'avoir pu nous apporter, avec grand plaisir. C'était très chouette et surtout, je pense que c'est une façon de travailler qui est en plus hyper... axé sur la communication, la transparence très consciente et ça rassure beaucoup, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Merci encore une fois Adeline pour l'invitation dans ce bel endroit. Et puis à une prochaine, probablement dans d'autres actions, pro sommeil de l'enfant, pro bien-être, pro paillettes, pro licorne, etc. Tout à fait. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi.